Au fond, les départements d'outre-mer sont un peu les piliers d'une fantastique cathédrale du vivant. On dit même que la France est méga divers, c'est-à-dire qu'elle appartient au clan très fermé, très remarquable des pays ayant la plus grande biodiversité. Cela dit, quand on fait un constat, quand on s'approche de cette biodiversité, eh bien on réalise qu'elle est en déclin dramatique. Alors, la LPO a décidé de s'investir, notamment à travers le programme Life Plus Cap d'Homme, avec le concours de l'Union européenne, de partenaires et évidemment des acteurs locaux, afin que tous ensemble, on réussisse à sauver les oiseaux, et par là même l'ensemble de la biodiversité des départements d'outre-mer. Le programme Life Plus Cap d'Homme est le premier programme de conservation de l'avifaune menacée en Outre-mer, financé en partie par la Commission européenne. C'est un programme interdom qui cible la Guyane, la Martinique et la Réunion et géré localement par 3 associations et un parc national. La LPO, BirdLife France, en assure la coordination globale depuis 2010, date de démarrage du programme. Ses objectifs sont de développer et tester des techniques et outils innovants de conservation des espèces fragiles ultramarines. Le problème des DOM, c'est leur éloignement géographique d'une part de l'Europe continentale et puis c'est qu'ils traversent des problématiques, ils rencontrent des problématiques qui sont extrêmement différentes de celles que nous rencontrons ici en métropole. Donc l'intérêt de ce programme, c'est de pouvoir mettre en place, favoriser des échanges et un vrai partage d'expérience entre les différents territoires, entre les différentes associations locales et les acteurs sur le terrain. Et ce que nous offre la Commission européenne à travers ce programme, c'est justement de pouvoir développer des outils inédits qui sont adaptés aux contextes locaux et qui pourront à terme être répliqués sur d'autres territoires. En octobre 2014, un séminaire a eu lieu en Guyane pour présenter l'ensemble de ces outils, regroupant près de 90 acteurs de la conservation outre-mer. L'occasion pour le GEPOG en Guyane, la OMA et le Carouge en Martinique, la CEOR et le Parc national à La Réunion ainsi que la LPO, de revenir sur ces techniques et de présenter les premiers résultats. Parmi ces outils, les outils de suivi à distance. Très largement utilisés sur le continent pour mieux connaître une espèce, le suivi télémétrique ou encore la balise Argos soulèvent de nouvelles questions quand ils sont testés en milieu tropical. C'est le cas du coq de roche orange, suivi par les équipes du GEPOG. Emblème du plateau des Guyanes, c'est une espèce protégée au niveau régional. En période de reproduction, les mâles se regroupent à raison de 5 à 10 individus sur une zone appelée lek. Le coq de roche est dépendant de ces rares sites de nidification qui sont menacés par les activités minières, forestières et touristiques. À l'heure actuelle, les connaissances sur cette espèce sont relativement limitées et seule l'écologie d'un lek a été étudiée, notamment au Venezuela. Aujourd'hui, on a besoin d'en connaître plus sur les zones d'alimentation, les zones de dispersion, que font les femelles et les jeunes une fois la reproduction terminée, que font les mâles, est-ce qu'ils restent en groupe ou pas, est-ce qu'ils montent en canopée, est-ce qu'ils sortent du massif forestier. Pour mieux connaître et protéger cette espèce, le GEPOG a testé une méthode de suivi télémétrique du coq de roche orange en montagne de Caux, accompagné par des experts du CNRS et des bagueurs certifiés par le muséum. Ce qui est très intéressant avec la technique du radiopistage, c'est que l'on pose de manière peu perturbante en fait cet émetteur sur l'oiseau et on peut vraiment découvrir en le suivant avec une antenne radio, donc un récepteur, tous ses déplacements et donc déterminer pendant environ 2 semaines avant que l'émetteur tombe de lui-même et qu'éventuellement on le récupère en forêt, son utilisation de l'espace, quel type de forêt il va exploiter ici, car il y a une très grande variété d'espèces végétales et de milieux, de types de végétation et donc quelle zone serait peut-être éventuellement à protéger de l'exploitation par exemple forestière, alors que d'autres zones sont moins impactées car il y a moins il n'y a pas de coq de roche dans cette zone-là et il ne se déplace pas jusqu'à ces zones exploitées par exemple.
Adeline? Oui. Est-ce que tu captes? Alizé, je l'ai à azimut 62. Le suivi radio-tracking, donc il est prévu qu'on le fasse entre 6h et 19h environ. Donc généralement on arrive vers 6h30, le temps de capter l'oiseau, de commencer à se mettre en marche. Et en fait on est en binôme, donc chaque binôme part de son côté avec l'antenne, le récepteur, le talkie, le GPS et la boussole. Et toutes les 15 minutes, on détermine la localisation de l'oiseau par triangulation. Sur la montagne de Caux, qui est un milieu quand même très particulier, avec de la pente, avec un sous-bois qui est très dense, c'est très difficile de faire du radio-trekking, dans la mesure où la densité de la forêt provoque de la réflexion des signaux. Et donc on a beaucoup de chances de perdre le signal. Donc toute la journée, on essaye au maximum d'être au contact de l'oiseau pour éviter qu'il parte très loin et qu'après, avec le relief et la forêt, on ait du mal à le retrouver. Et surtout, bon, mine de rien, c'est quand même très compliqué de se déplacer. Pour assurer un suivi pertinent, les émetteurs ont été posés sur 12 individus entre 2010 et 2011. Les données récoltées ont permis de déterminer pour la première fois la taille des domaines vitaux du coq et de mieux comprendre son comportement alimentaire. En parallèle, le GEPOG a constitué un comité de suivi avec les différents acteurs de la forêt pour débattre des mesures de protection. Ce projet sur le coq de roche nous permet d'avoir une plateforme de discussion avec tous ces acteurs autour de la thématique coq de roche et la gestion de cette forêt de Caux. C'est le plan de gestion, le plan d'aménagement qui détermine les vocations des zones, accueil du public, écologie, exploitation forestière, qui essaie de concilier toutes les demandes qu'il y a sur une forêt. Donc sur la forêt de Caux, il y a une demande accueil du public, parce qu'il y a pas mal de touristes, il y a une demande de toutes les associations environnementales, parce qu'il y a vraiment un intérêt à biodiversité. Il y a une demande de bois, parce qu'il y a encore une scierie qui s'approvisionne sur la forêt de Caux, la scierie Svalène. Donc on essaie de concilier tout ça en essayant de localiser dans l'espace les différents usages sur cette forêt. La Fédération des opérateurs miniers a accepté de participer au programme Coq de Roche Life Cap Dome parce que le coq de roche est présent dans plusieurs secteurs où se situent des activités minières. Et la connaissance qui a été acquise par rapport aux travaux sur le coq de roche, travaux de recherche, ont permis de mettre en évidence la superficie de l'aire d'activité, de voir sur quel secteur il peut être présent. Et ceci permet d'en tenir compte dans le cadre des travaux d'exploration pour la prospection minière. Pour accompagner les différents acteurs dans leur plan d'aménagement, le GEPOG a réalisé une carte de distribution de l'espèce à l'échelle du département. Le coq étant un oiseau emblématique, il attire également un tourisme de vision qui intéresse les professionnels. Partie prenante du comité de suivi, les acteurs touristiques ont également participé aux discussions. Une concertation qui a donné lieu à deux principales mesures, la mise en place d'un sentier d'interprétation et la formation de guides sensibilisés à cette espèce. Donc, parmi les aménagements initiaux qui étaient prévus, on a rajouté quelque chose qui avait été demandé par les prestataires touristiques, à savoir la création d'une boucle. Parce qu'en fait, avant, on passait tous par ce sentier-là et tout le monde s'entrecroisait tout le temps. Donc ils nous ont demandé de faire quelque chose qui permettait de fluidifier avec une espèce de boucle. Le fait que ce soit une espèce emblématique, même si les gens, tout le monde ne va pas aller visiter ce site, en fait, ce sera un point fort d'attractivité et qui montrera aussi que la Guyane s'approprie des espèces emblématiques et est capable de les étudier et de les mettre en valeur. Donc ce sera un atout extrêmement fort pour l'image de la Guyane qui en a besoin et la couleur s'y prête. La montagne de Caux dispose désormais d'un parcours spécifique pour observer le coq. Un observatoire et des panneaux d'interprétation guident les touristes à travers la forêt et permettent d'observer l'espèce sans trop la perturber. Le séminaire Life Plus Cap Dome a été l'occasion d'inaugurer ce sentier en présence de la vice-présidente de région. C'est un programme qui est, à mon avis, particulièrement adapté à la Guyane et à sa biodiversité que nous tentons de valoriser. Cette nature, il nous faut la protéger, nous en avons la responsabilité, mais en même temps, il nous faut
trouver les solutions et la conciliation pour assurer le développement économique. Concilier les activités économiques et les questions de protection, c'est aussi l'enjeu de conservation du héron agami. Aussi appelé porte-épée, du fait de son très long bec, ce héron recèle bien des mystères. La réserve naturelle des marais de Korura, en Guyane, héberge la plus grande colonie au monde connue de ce héron. Pour lever le voile sur cet oiseau, le GEPOG a décidé de suivre à distance cette espèce via la pose de balises Argos. Si on est tout à fait confiant sur le maintien a priori de cette colonie dans la réserve des marais de Korura, dans la mesure où c'est un espace inaccessible, protégé par l'outil réserve, l'oiseau lui-même est une espèce protégée, on a par contre beaucoup d'interrogations sur son statut à l'extérieur de cette réserve naturelle. Et on a besoin aujourd'hui de savoir où ils vont précisément, quelle faciès de petites criques ils utilisent précisément, pour pouvoir apporter tout un tas de recommandations, notamment pour les activités minières, pour les activités de tourisme, pour les activités d'aménagement en général. En tout cas, donner l'information, donner des recommandations à travers un plan de conservation de l'espèce, donner l'information de l'utilisation de l'espace par cette espèce, et que donc, encore une fois, comme c'est bien souvent le cas, il y a nécessité de ce partage de l'espace, à la fois entre activités économiques nécessaires, mais à la fois aussi le souci de la préservation de l'espèce. La colonie où nichent les hérons agami dans les marais de Korura n'est accessible qu'en hélicoptère. Pour étudier la mare, les scientifiques ont dû construire un carbet flottant. En 2012, le GEPOG et ses partenaires ont effectué une mission pour équiper des individus avec des balises. Des filets ont été installés pour capturer les individus sans les blesser. Le but de cette mission, c'est d'équiper 3 individus adultes de hérons agami avec des balises Argos. Donc on va équiper avec 2 types de balises différentes pour pouvoir étudier leur biologie et leur écologie. Le premier type, c'est des balises qui fonctionnent sur batterie, qui sont les plus grandes. Et la dernière, c'est une balise qui a des petits panneaux solaires et qui fonctionne à l'énergie solaire. We made this harness especially flexible for the birds, so that they can behave better, and also, for instance, around the neck, that they can eat large prey. They have no problems with eating it, and also moving their wings. It's more easy for them. Ces outils sur mesure ont permis de relever les premières données sur les hérons en dehors de leur site de nidification. La capture de ces oiseaux a également été l'occasion de compléter les connaissances écologiques, comme l'âge, le sexe ou encore l'alimentation. Il y a une particularité au niveau du bec aussi. Là, on a stocké un adulte de héron agami en carton pour qu'il soit un peu plus à l'aise avant le bagage. Et ce qui arrive souvent, c'est il est trop stressé et donc il régurgite. On va récupérer l'intégralité du régurgitat et on va essayer d'analyser les espèces de poissons. Et avec les espèces, on pourra savoir exactement le biotope, l'habitat, là où il se nourrit. Et ça donnera énormément d'informations d'un point de vue écologique sur le héron agami. Une fois les analyses effectuées, les oiseaux sont relâchés près de l'endroit de capture. Cette mission a été renouvelée en 2013 et 8 individus au total ont pu être suivis grâce à ce protocole. Sur la base de cette acquisition de connaissances inédites, le GEPOG va rédiger le premier plan de conservation au monde de l'espèce. Ce travail a également fait l'objet d'actions de sensibilisation dans des écoles proches de la réserve. Non seulement les élèves ont eu le privilège de baptiser les hérons balisés, mais ils ont également pu les suivre via le site internet du Life Plus Cap d'Homme et ainsi acquérir des connaissances en biologie et en écologie. En Martinique, c'est une combinaison d'outils de suivi à distance qui a permis aux naturalistes de mieux connaître les habitats du moqueur gorge blanche. Endémique des Petites Antilles et mondialement menacée, la sous-espèce du moqueur niche exclusivement sur la presqu'île de la Caravelle. La destruction de son habitat et la surfréquentation de ses lieux de reproduction sont probablement les principales menaces qui pèsent sur l'espèce. Malgré tout, les sites hébergeant le moqueur restent méconnus. Pour en savoir plus, la OMA et ses partenaires ont mis au point une méthodologie innovante pour caractériser son habitat. Donc l'objectif, c'est de pouvoir utiliser la connaissance naturaliste, donc la connaissance qui a été acquise par un naturaliste en particulier, qui est Georges Taillalé, qu'au passage on surnomme le père de la gorge blanche, de prendre cette connaissance, d'en faire quelque chose de normalisé scientifiquement, et de pouvoir confronter cette connaissance
à une modélisation à partir de règles qui sont celles qui sont des règles de connaissance de l'habitat potentiel du moqueur gorge blanche. 2 types d'outils ont été choisis pour déterminer les habitats du moqueur dans la réserve de la presqu'île de la Caravelle, les capteurs écho et les songmeters. Ce dernier outil est un enregistreur bioacoustique. Il permet de reconnaître et d'enregistrer la position du moqueur grâce à son chant. Cette action a pu être mise en place grâce à la collaboration d'un expert indépendant, Jonathan Priam. Le travail de terrain au quotidien consistait à vérifier le bon fonctionnement du matériel en faisant le tour de chaque SM et au niveau de chacun d'entre eux, marquer une pause de 30 minutes pour réaliser cette fois-ci un IPA classique, c'est-à-dire rester statique à côté, dans une zone proche du SM afin de noter toutes les observations de manifestations de moqueur gorge blanche, de manière à ensuite pouvoir les comparer avec les manifestations, cette fois-ci enregistrées par le songmetteur. Le second outil, le capteur écho, permet à partir d'une observation d'activité de l'oiseau de relever les facteurs abiotiques du milieu, comme la lumière, la température ou encore l'humidité. Réalisé conjointement avec l'IRD et l'UAG, la pose de ce capteur sensoriel donne de précieuses informations sur l'habitat du moqueur. Le rôle de l'université a été de pouvoir proposer des méthodes de caractérisation de l'espèce pour pouvoir soit réintroduire le moqueur dans des zones appropriées, ou soit encore d'optimiser les méthodes d'aménagement d'habitat afin de préserver les zones qu'on saura fréquentées par le moqueur. On a utilisé notamment des capteurs qui permettent de relever des facteurs abiotiques relatifs au milieu de l'espèce. Donc les facteurs abiotiques qu'on mesure avec ce matériel sont la luminosité, la température, le point de rosée et le taux d'humidité dans le sol. On mesure également l'humidité ambiante. L'utilisation conjointe de ces 2 outils est inédite et a permis de mettre en lumière une corrélation entre la température, l'humidité, la luminosité et la présence du moqueur dans un milieu donné. Grâce à cette méthodologie, une première carte des hotspots du moqueur gorge blanche a pu être élaborée et diffusée aux acteurs de la protection de la nature en Martinique. Si les outils d'évaluation de la vie-faune sont un préalable essentiel à un partage des connaissances, le dialogue et la concertation peuvent aussi être utilisés comme des outils de conservation à part entière. C'est le cas des savanes en Guyane et du Papang à La Réunion, des projets pluriacteurs et pluridisciplinaires. Les savanes de Guyane sont un milieu rare, représentant moins d'1% du territoire et très largement méconnu. Situées le long du littoral, elles font face à d'importantes menaces d'urbanisation, de fragmentation de l'habitat et d'espèces envahissantes. Pour mieux connaître cet écosystème, le GEPOG a lancé plusieurs inventaires croisés en ornithologie, botanique et pédologie sur des points d'échantillonnage choisis. Le but, c'est de faire le lien entre ces échantillons qui sont prélevés à l'emplacement du point GPS au carottage avec l'ensemble de la végétation qu'on a aux alentours qui est déterminée par le botaniste. Donc les analyses du pédologue et du botaniste vont nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement écologique des différents milieux qu'on a dans les savanes de Guyane. 90 sites ont ainsi été étudiés, permettant d'identifier jusqu'à 21 habitats, dont 6 différents sur un rayon de 100 mètres. En parallèle, le GEPOG s'est rapproché de l'UAG pour mieux comprendre les usages et représentations que les populations guyanaises portent sur cet écosystème. Une étude anthropologique, conduite par Marianne Pallis, a été lancée en 2012. Les apports des sciences humaines et sociales à un projet de conservation de l'environnement sont assez nombreux. Et là, en particulier, comme il s'agit des savanes de Guyane, on est sur un milieu qui n'est pas un milieu naturel à proprement parler. C'est plutôt un milieu très anthropisé, on pourrait dire presque un paysage culturel, dans lequel en fait, les hommes ont travaillé depuis très très longtemps. Le projet Savane est suivi de près par les acteurs ayant un lien avec ces milieux lors de comités dédiés. Les participants sont force de proposition et sont consultés sur les différentes mesures de gestion, comme sur l'acacia mangium. Cette espèce envahissante menace par sa propagation rapide de refermer le milieu. Pour protéger les savanes, le GEPOG, en partenariat avec Ella Guyane, a testé une méthode efficace, le tronçonnage.
On s'est rendu compte en testant différentes techniques qu'on n'était pas forcément obligé en Guyane d'utiliser des herbicides, mais qu'il suffisait notamment de les tronçonner à ras le sol, c'est-à-dire de vraiment laisser aucun espace entre le haut du tronc qui reste et la surface du sol pour lui laisser très peu de chances de repousser. Et donc sur les 80 individus qu'on a testés l'année dernière, un an après, on n'a aucun arbre qui, tronçonné à ras le sol, ne rejette. Donc en gros, il suffit de prendre sa tronçonneuse et de faire tomber l'ensemble des arbres adultes et ensuite de repasser quand même régulièrement pour vérifier qu'ils ne rejettent pas. L'étude anthropologique et les discussions lors des comités de suivi ont montré que l'ensemble des acteurs des savanes souhaitent conserver ce milieu ouvert. Aussi, tous sont prêts à faire des efforts pour sa protection, qu'il s'agisse de limiter l'acacia mangium ou de contrôler la pratique du brûlis. Cette technique, utilisée en agriculture extensive, peut s'avérer utile pour maintenir le paysage ouvert. Pour la tester, le GEPOG, le Conservatoire du Littoral et l'association Sepangui ont conduit des tests de brûlis sur des parcelles se trouvant sur la commune de Sinnamary. On voit très bien que le milieu se referme, donc pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas brûlé? Est-ce que donc juste d'où les tests feu? Donc comme ça on pourra voir s'il y a un impact ou pas. Et si on peut appliquer les brûlis après par la suite à la maison de la nature, c'est vrai qu'on est sur un site protégé, mais si on veut pas que ça se referme, il faudrait peut-être passer par là. L'acquisition de savane ne fait pas à l'origine partie de la stratégie du Conservatoire du Littoral, mais au vu des enjeux actuels, c'est en fait une thématique qui fera partie sans doute de la prochaine stratégie qui est en cours de révision actuellement. Donc du coup, le fait de participer à ce type de programme, ça nous permet aussi de voir quel type de protection on pourrait mettre en place sur d'autres espaces de type savane. Un des enjeux et des intérêts de ce programme, c'était de mettre en lumière l'intérêt de ces milieux très rares et de développer des activités pour essayer de les préserver. Jusqu'à présent, il n'y avait pas forcément conscience que ces milieux étaient des milieux particulièrement rares et menacés. Je pense que les consciences sont en train d'évoluer sur ces sujets et qu'on devrait donc, à l'avenir, avoir une bien meilleure protection de ces milieux. Pour aller dans ce sens, les différents acteurs travaillent actuellement sur un projet de valorisation écotouristique des savanes mené lors d'ateliers participatifs ouverts à tous. L'intégration des acteurs et la participation de la population est aussi un des objectifs de l'action Papang à La Réunion. Le papang, ou busard de Maillard, est le dernier rapace nicheur et endémique de La Réunion. Mondialement menacé, les causes de mortalité du papang sont d'origine anthropique, principalement liées aux activités agricoles et à l'aménagement du territoire. Et il y a notamment 3 menaces importantes, 3 menaces anthropiques qui touchent cette espèce. C'est le braconnage, l'empoisonnement secondaire et les collisions sur lignes électriques. Alors l'empoisonnement secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque, comme il consomme des rongeurs et qu'il y a donc des campagnes de dératisation pour lutter contre les rats, le papang, en consommant les rats qui sont empoisonnés, lui-même en fait ingère le poison. Pour lutter contre cette menace, c'est donc de lutter contre le rat tout en préservant le papang. C'est optimiser la dératisation pour qu'elle soit plus efficace. Donc c'est tant mieux pour les agriculteurs, tant mieux pour tout le monde s'il y a moins de rats. Et automatiquement, si la lutte elle est optimisée, si elle est efficace, il y a moins de produits déversés. Et donc ça impacte moins le papang. Pour limiter les empoisonnements secondaires, la CEOR a conduit de nombreuses réunions de concertation avec les différents acteurs de la dératisation, du monde agricole et les collectivités locales. Ces échanges ont permis d'élaborer un plan d'action commun pour améliorer les pratiques. En parallèle, la CEOR a mis en place un nouvel outil, les brigades SOS Papang. Cette brigade effectue des suivis avant et après les campagnes de dératisation pour évaluer l'impact de ces nouvelles mesures. La CEOR a mis en place une équipe de bénévoles, les brigadiers SOS Papang, et après aussi fait une sensibilisation auprès des agriculteurs et des éleveurs, et aussi chez les particuliers. Les membres de la brigade sont formés afin de pouvoir récupérer et transférer plus efficacement un oiseau blessé ou empoisonné vers le centre de soins de la CEOR. Cette brigade est également chargée de faire de la sensibilisation auprès du grand public. Je fais partie de la brigade SOS Papang.
raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Donc on est en train de compter les papangs sur le site de Dodane pour vérifier suite aux dératisations faites ces derniers temps qu'il n'y a pas de disparition de papangs. Des réunions d'information et de concertation ont également été mises en place dans le cadre de la lutte anti-braconnage pour renforcer les actions de la police de nature. De même, pour la problématique collision, des rencontres ont eu lieu avec EDF pour les sensibiliser aux papangs et travailler de concert pour les futurs projets d'installation. Une carte des secteurs sensibles aux menaces de collision et d'électrocution a été réalisée pour accompagner EDF dans ses travaux d'aménagement. Accompagner les décideurs dans leur plan d'aménagement du territoire est un des objectifs phares du Life Plus Cap-Dom. Si ce souci est prégnant dans toutes les actions du programme, 3 outils transversaux, le stock EPS, la base de données faune-nature et l'identification d'un réseau de sites important pour la conservation des oiseaux, sont des outils dédiés à la prise en compte de l'avifaune à l'échelle d'un département. Le stock, suivi temporel des oiseaux communs, est un de ces outils. Coordonné par le Muséum national d'histoire naturelle, le stock est un indicateur structurel de l'Union européenne. Le principe du programme stock, c'est de s'intéresser aux espèces communes. Pendant la période de reproduction, on a beaucoup de suivi depuis très longtemps et on s'intéresse beaucoup aux oiseaux rares qui sont menacés d'extinction, mais on a négligé pendant longtemps les espèces plus communes qui, elles, peuvent aussi souffrir des grandes modifications des habitats. Et donc depuis 20 ans, en métropole, on a mis en place un programme de comptage de ces oiseaux au printemps, par point d'écoute de 5 minutes. Et donc les mêmes personnes, chaque année, retournent sur les mêmes sites et comptent les oiseaux. Et on a ainsi des comptages, des centaines, des milliers de comptages répétés qui nous permettent de savoir si l'hirondelle, le martinet, le coucou, telle ou telle espèce sont en diminution ou en augmentation. L'un des défis du live, c'était de voir si le stock qu'on utilisait en métropole était déclinable dans les DOM avec des contextes complètement différents, des milieux naturels différents, des climats différents, un nombre d'espèces très très différents entre la Guyane et la France. D'un côté, il y a 700 espèces, de l'autre, il y en a 150. On avait vraiment des contextes vraiment variables. Et l'expérience a montré qu'on peut se servir de cet indicateur-là pour travailler dans ces territoires d'outre-mer. Donc le stock, ça consiste à compter les oiseaux, chaque année en octobre-novembre à La Réunion. Et nous avons 62 itinéraires de 10 points, donc 620 points à effectuer chaque année à La Réunion. Donc, le stock a commencé à être mis en place à La Réunion en 2011 dans le cadre du programme Life Plus Cap-Dom. Nous avons bénéficié de l'assistance de la Ligue de protection des oiseaux et du Muséum national d'histoire naturelle. Nous avons commencé par une étude qui a permis d'adapter le protocole qui existe en métropole pour l'adapter ici à La Réunion dans un contexte d'une île tropicale. Donc, ensuite, nous avons identifié des observateurs et nous avons fait appel à des structures partenaires. Donc, il y a le parc national qui contribue pour à peu près la moitié des itinéraires sur leur territoire. L'Office national des forêts qui effectivement contribue aussi à hauteur de quelques observateurs et le Conservatoire des espaces naturels G7 aussi à quelques observateurs. Et le reste, une grosse moitié d'observateurs est apporté par des bénévoles de la CEOR. Sous la houlette du Parc national et de la CEOR, l'Action Stock a permis d'organiser des formations et différents supports techniques pour favoriser la reconnaissance des oiseaux. De nombreux bénévoles ont répondu présents, ce qui est en soi un succès considérable. C'est aussi le cas en Martinique, où le Carouge coordonne le stock avec un groupe de travail dédié. Les personnes qui sont inscrites, qui font là, les stages, la formation, c'est bien parce que ce sont des personnes qui travaillent avec l'environnement, donc la DA, l'ONF, le parc naturel, les communes. Donc toutes ces personnes sont engagées et c'est très important qu'ils soient là, dans cette formation avec nous. Ce qui est envisagé, c'est qu'ils seront suivis par Béatrice Condé jusqu'à un niveau de formation. Après, ils seront autonomes, donc ils pourront chacun faire un transect sur différentes parties de l'île, ce qui permettra de couvrir le territoire et avoir une base de données solide et des références sur tout le territoire. En Guyane, le séminaire Life Plus Cap-Dom, organisé à l'automne 2014, a été l'occasion de présenter le stock et ses difficultés en milieu tropical lors d'une journée de terrain. Donc là, on a fait quelques centaines de mètres. Vous avez remarqué que des oiseaux, on ne les voit pas. En forêt, on peut marcher, on ne voit pas d'oiseaux.
Ici en Guyane, on a 720 espèces d'oiseaux qui ont été recensées, répertoriées, dont 560 à peu près, 565 qui sont résidentes, donc qui sont nicheuses. Et 560 espèces nicheuses, c'est à peu près autant que dans toute l'Europe. D'où la difficulté qui est de connaître tous les chants écrits des oiseaux, notamment en forêt où ils sont si difficiles à voir. Et donc ce protocole de stock EPS, il va consister en des points d'écoute. Et aujourd'hui, il compte une quarantaine de stations, de sites stock EPS, donc dédiés au stock. Une quarantaine de stations et une trentaine à peu près de personnes qui sont en cours de formation. Entre une île avec très peu d'oiseaux, très peu de diversité comme la Réunion, un énorme relief, des difficultés d'accès. L'inverse en Guyane avec des vastes territoires, là aussi compliqués d'accès, mais pour d'autres raisons, et surtout une pléthore d'espèces. Et puis le contexte des Antilles avec la Martinique, présentait à chaque fois des questionnements qui étaient intéressants et la réponse a été trouvée collectivement. C'est parce que le programme a été fait sur ces 3 DOM que le protocole a pu être adapté aussi efficacement et qu'on a trouvé une unité au fonctionnement du système. Tous les objectifs du stock en matière de collecte de données ont été atteints et même dépassés. Par contre, pour des résultats en termes de tendance, il faudra encore attendre quelques années, et notamment pour une tendance à l'échelle ultramarine. Dans le même état d'esprit, une des actions transversales du Life Plus Cap-DOM a été de créer une base de données naturalistes accessible en ligne sur le modèle des Visionatures développées en métropole par la LPO. Alors le Visionature, c'est une plateforme naturaliste qui permet à tout un chacun, tout observateur, de pouvoir rentrer ses données sur informatique, une fois qu'il a fait son observation, et de mutualiser les informations auprès d'une communauté de passionnés de la nature. Cette information, quand elle est saisie sur cette plateforme, elle est accessible, consultable, et elle devient, du coup, elle contribue du coup à la connaissance de la biodiversité d'un endroit. Alors pourquoi c'est important de l'avoir mis dans le cadre du LIFE au sein des DOM? C'est tout simplement que là encore, on avait des territoires, comme dans le cadre du stock, on avait des territoires sur lesquels on avait des grandes lacunes de connaissances. L'inventaire de la vie-faune est partiellement fait sur beaucoup de ces territoires. La répartition des espèces est assez mal connue. Les densités de peuplement ne le sont pas du tout. Et le statut de reproduction de la plupart des oiseaux était méconnu ou pas bien connu. Donc sur l'action Visionature, l'objectif ça a été aussi globalement comme toutes les actions, toutes les missions mises en place en Martinique, ça a été de rassembler les partenaires qui pouvaient justement avoir un apport de données, un apport de coordination, d'animation autour donc, de ce site qui vise à lancer une dynamique de participation, que ce soit au niveau des professionnels ou du grand public, pour qu'on puisse justement récolter de la donnée, la valoriser sur tous les taxons. Et on a commencé par le taxon oiseau. À l'heure actuelle, donc, on approche les 15 000 données. Il faut savoir que l'ACEOR, avant de bénéficier de cet outil, recueillait bon an, mal an environ 500 données d'oiseaux chaque année. Donc on peut dire que déjà c'est un énorme succès. Et on espère augmenter encore plus les contributions en organisant pour la prochaine année des sessions sur le terrain en accompagnement des nouveaux inscrits et en parallèle avec la sortie de la nouvelle application mobile naturaliste, des sessions en live sur le terrain pour l'utiliser et collecter en direct toutes les informations oiseaux mais également papillons de jour, odonates, mammifères présents à La Réunion. Un champ de grand tardivole. Maintenant que nous avons plein de groupes faunistiques ouverts à la saisie, c'est de faire une communication beaucoup plus large au-delà des naturalistes et des amateurs de nature, mais vraiment auprès du grand public. Et puis continuer à mettre à disposition les données, que ce soit pour de l'aide à la décision au niveau des instances donc décisionnelles d'État, que ce soit pour des études particulières, que ce soit pour simplement fournir un peu plus d'informations sur une espèce de façon ponctuelle. Enfin, voilà, essayer d'étoffer tout ce travail de fédération d'acteurs et d'acteurs de la protection de l'environnement et du grand public. Visionature peut être considéré comme un outil de simple connaissance, d'accumulation de savoir, de restitution de ce savoir, mais c'est aussi la création d'une dynamique complètement nouvelle. À partir de cette communauté de naturalistes ou de gens intéressés par la nature, on peut lancer de nouveaux projets. Des projets d'observatoire de la biodiversité, par exemple, ça c'est un élément important. Avoir une vision claire
de l'évolution des espèces, quel que soit le groupe concerné, de leur répartition, de leur dynamique, et savoir si la création d'espaces protégés suffit à les préserver. À terme, tout ça se visualisera sur faune, sur les faunes locaux, sur les visionatures locaux, et ça sera un élément décisif en matière, là encore, de compréhension de l'impact de l'homme sur le milieu naturel. La dernière action transversale du Life Plus Cap Dom concerne l'identification d'un potentiel réseau de sites d'intérêt ornithologique. Le réseau Natura 2000 n'existe pas dans les DOM puisque les directives oiseaux et habitats ne s'y appliquent pas. Pour y pallier, la France est engagée à constituer des réseaux écologiques équivalents en Outre-mer. Cette action y contribue en proposant des solutions pour protéger ces sites dans une approche démonstrative. Alors, l'action réseau de sites dans le cadre du LIFE est un travail d'inventaire, l'inventaire des sites qui sont prioritaires, qu'on peut considérer comme prioritaires pour la protection de la vie faune, dès lors qu'ils hébergent des populations qui sont menacées au niveau mondial, au niveau local. Ce travail-là a été mené sur base de critères qui ont été construits avec nos partenaires, donc en Guyane et sur l'île de la Réunion. Donc, ces critères ont été construits en utilisant les données d'inventaire, des suivis qu'eux réalisent sur le terrain. Et la LPO, je dirais, a plutôt apporté son appui, un appui méthodologique, notamment à la lumière de ce que nous avons étudié, déjà réalisé avec BirdLife International, ici en métropole. Dans le cadre du programme Life Plus Cap Dom, la CEOR est chargée d'identifier des nouveaux sites importants pour la conservation de la vie faune à La Réunion. Donc il y a déjà des réserves, des parcs, des espaces naturels sensibles qui conservent plutôt les habitats. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des sites qui ne sont pas encore protégés, qui ont un enjeu important au niveau des oiseaux. Donc à partir de différents critères, différents filtres qu'on a ajoutés, on est arrivé à 8 sites qui se décrochaient un peu du lot en fait. 8 sites qui nous semblent a priori les plus urgents à mettre en protection. Il existe en Guyane différents types d'aires protégées, parcs nationaux, réserves naturelles nationales, régionales, qui ont comme objectif de protéger de façon assez stricte et réglementaire des habitats ou des espèces remarquables. Nous nous sommes rendus compte qu'il manquait un intermédiaire, un échelon entre aires protégées strictes et le reste de la Guyane, en quelque sorte. Et du coup, nous avons identifié une dizaine de sites qui présentent des intérêts ornithologiques très forts et pour lesquels nous souhaitons engager de la concertation, de la discussion pour permettre la reconnaissance de cet intérêt particulier des oiseaux sur ces sites et tout en permettant des activités humaines intégrées, respectueuses de ces enjeux. Il y a effectivement beaucoup de perspectives de suite de ces actions pour la prolongation du programme LIFE, notamment en désignant ces secteurs au titre des arrêtés de protection de biotopes, en réserve naturelle ou en sites gérés notamment avec les populations locales, ce qui fait l'objet d'autres actions qui ont été menées dans le cadre du LIFE et qui permettent de voir que les populations locales sont souvent très attachées à ces sites-là et elles sont partantes pour y travailler. Le séminaire final du Life Plus Cap Dom est prévu fin juin 2015 en métropole, l'occasion de faire un bilan sur les 5 années du projet. Ces journées de restitution et d'échange permettront d'évaluer collectivement l'apport du projet pour l'outre-mer et de construire des perspectives d'avenir. Je pense que ce qui est intéressant avec ce genre de programme, c'est que on est dès le départ sur des approches multipartenariales. Donc ça permet de prendre ces questions complexes avec différents points de vue, en amenant différentes compétences complémentaires. Ça me paraît très intéressant et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer à travailler. On n'est pas dans des sujets qui doivent être réservés aux spécialistes ou aux sphères environnementales. On est directement dans des sujets qui touchent à l'aménagement du territoire, à la valorisation du territoire. Donc il faut que tous les acteurs restent complètement partie prenante de ces thématiques. Le LIFE, je pense, a permis de nouer un bon dialogue avec les collectivités locales, notamment les communes. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique. Ce qui est important, c'est d'arriver à poursuivre cette dynamique à travers un projet ou sous une forme de financement ou sous une autre, mais d'arriver à garder, je dirais, ce travail multipartenarial pour arriver à avancer sur ces questions. Pour ce programme particulier qui, je crois, avoisine les 2,3 millions d'euros, il fallait un instrument donc financier LIFE, nous l'avons dit,
Et il fallait en fait donner des capacités aux associations locales à gérer des budgets qui sont plus gros qu'eux. Donc la LPO sert quelque part de catalyseur, d'opérateur principal, et elle forme. Il y a derrière la protection de la biodiversité une mission de formation, et c'est ce que sait faire la LPO, sachant que l'instrument financier LIFE va perdurer de 2014 à 2020 et que cette orientation outre-mer est un succès. En tout cas, je sais que la Commission européenne est intéressée par les résultats de notre expérience, et je pense qu'il est possible de nouveau d'avoir des programmes pour l'outre-mer français, mais pour l'outre-mer anglais sur la période 2014-2020.